Les espions et l'histoire. Une émission de Madeleine Rico, réalisée par Evelyne Frémy. Bonjour, Elsbeth. Bonjour, madame. Vous ne vous attendiez pas à ma visite? Non, Et pourtant, vous auriez dû vous douter que je viendrais. Mais pourquoi? Parce que cette visite s'imposait? Je ne comprends pas. N'écrivez-vous pas vos mémoires, Elsbeth Schrackmüller? Oui? Comment le savez-vous? Vous dites me connaître et pourtant moi je ne vous connais pas. Croyez-vous? Ne trouvez-vous pas que nous nous ressemblons comme deux sœurs? Je ne pense pas. Oh, plaçons-nous devant la glace, voulez-vous? Là, regardez. N'avons-nous pas les mêmes cheveux blonds? Oui, mais... Les mêmes yeux bleus? C'est vrai. Le même visage? Oui, et non. Dans cette glace, mes traits à côté des vôtres semblent brouillés, effacés. Mon visage est quelconque. Et le vôtre, très beau. Je reconnais que nous n'avons pas la même silhouette. Vous êtes mince, élancée, nerveuse. Vous l'étiez aussi. Mais vous vous êtes laissé empâter ces dernières années. C'est exact. Je vous le disais bien, nous sommes sœurs. Sœurs jumelles. Mais non, c'est impossible, ma sœur habite... Je n'ignore pas, je n'ignore rien de vous. Je suis seulement très surprise que vous ne me reconnaissiez pas. Mais comment le pourrais-je? J'ai une excellente mémoire visuelle. Jamais vous m'entendez, jamais je ne vous ai rencontré. Pourtant, nous opérions au même lieu. Rarement, il est vrai. Mais qui êtes-vous donc à la fin? Vous m'irritez. Personne n'osait me tenir tête autrefois. Savez-vous cela aussi? Je m'incline donc devant cette volonté célèbre qui fut la vôtre, docteur Schrackmüller. Je ne suis pas votre sœur, mais votre double. Mon double? Que voulez-vous dire? Votre double imaginaire, fictif, légendaire. Je suis celle qu'on a appelée la blonde d'Anvers, le tigre rouge, la chatte noire, la reine des espions, et enfin, Fräulein Doktor. Veuillez écouter la légendaire Fräulein Doktor avec Madeleine Rico, Dominique McAvoy et la participation de Richard Caron. Fräulein Doktor? Vous êtes Fräulein Doktor? Ah, vous avez tout de même entendu parler de moi. Oh, que trop! C'est même à cause de vous que j'ai voulu écrire mes mémoires. Ils rétabliront la vérité. Vous le croyez vraiment? Ma pauvre Elsbeth, si vous êtes aussi intelligente que moi, je suis par contre bien plus rouée et désabusée que vous. Je ne crois pas beaucoup à vos efforts pour vous démythifier. Croyez-moi, vous rejoindrez dans la légende une certaine Mata Hari et une certaine Marthe Richer ou Richard. Espionne au petit pied à côté de vous, Elsbeth Schrackmüller. Mais je n'ai jamais été une espionne. Si, mais pas selon ce que la plupart imaginent être une espionne. De toute façon, vous ne convaincrez personne, sans doute pendant bien des années, sinon jamais. On écrira des livres, des articles sur vous, on tournera des films qui transformeront ou détruiront ce que furent votre personne et vos actes. On s'en prendra même à votre enfance, à votre adolescence, ces biens indéfectibles que chaque être conserve en sa mémoire comme un trésor. Mais pourquoi changer cette enfance, cette adolescence si semblable à celle de tant de jeunes Allemandes issues comme moi d'une famille d'officiers et de propriétaires ruraux, et dont le père était un notable, comme le mien était bourgmestre de notre petite ville de Westphalie. Mais tout simplement parce qu'elles furent exceptionnelles en cette fin du XIXe siècle. Exceptionnelles déjà par le fait que votre grand-mère qui vous élevait, Elsbeth, dans sa calme demeure de Münster, attachait une grande importance à la connaissance des langues étrangères. Mais non, vous vous trompez. Il était de règle dans les bonnes familles de donner aux enfants des gouvernantes françaises, anglaises ou italiennes. Peut-être. Comme il était de règle d'aller prendre les eaux en France ou en Italie pour perfectionner ses accents, ainsi que vous l'avez fait en accompagnant votre grand-mère. Mais vous devez avouer, Elsbeth, qu'il était exceptionnel de voir une jeune fille fortunée entrer au lycée, y poursuivre des études sérieuses prolongées, au lieu de fréquenter les bals comme ses compagnes. Oh, je n'y avais pas grand mérite. Mes amis me paraissaient si oisives, si futiles. Sans doute, mais rien n'est moins banal, me semble-t-il, que de préparer une thèse sur les anciennes confréries teutoniques et d'obtenir en 1913 à l'université de Fribourg le titre de docteur en sciences sociales et politiques.
Aussi bien ce don des langues et ce titre de docteur, vos adversaires plus tard ne pourront les comprendre, les admettre. C'est ainsi que vous deviendrez docteur en médecine. Et oui, cette sage, studieuse adolescence, vous l'avez rêvé, docteur Schrackmüller. Les Anglais, les Français, les Italiens, même nos compatriotes en ont inventé une autre. C'est à partir de ce moment que je commence à vous doubler. Avant 1914 ? Ce n'est pas possible. Bien sûr, ils n'ont imaginé leur fable que pendant et après la guerre. Mais il fallait bien vous expliquer. Expliquer ce que vous étiez, ou plutôt ce qu'ils croyaient que vous étiez. Ils ne l'ont jamais su, quand nous étions en guerre, et de ce secret, oui, je suis fière. Mais ma jeunesse, ils n'avaient pas le droit d'y toucher. Oh, Elsbeth, ne faites pas étinceler vos yeux comme autrefois. Écoutez plutôt, cela va vous amuser follement. Vous allez entendre en premier les élucubrations d'un as de Scotland Yard, très sûr de lui, puis vous entendrez celles d'un de nos compatriotes, aussi sûr de lui que le premier d'ailleurs. Je me rappelle avoir vu Mademoiselle Doctor en 2 occasions, une fois en 1912, une autre fois en 1914. C'était une créature exceptionnellement belle. De plus, elle était intelligente et pleine de charme. D'ailleurs, c'était le genre de femme qui foudroie un homme comme le punch d'un gant de boxe, avec un fer à cheval dedans. La femme que les Français ont assez souvent poursuivie dans leur pays et qui était pour eux un spectre d'épouvante, sous le nom de Mademoiselle Docteur, s'appelait en réalité Anne-Marie Lesser. Celle qui sera la plus grande espionne allemande avait été jetée hors de la maison familiale de Berlin par son père, parce qu'elle avait eu un enfant mort-né d'un chef d'escadron des hussards de la carte, Karl von Winanky, qu'elle adorait. Oh, mon adoré, réveille-toi. Quoi? Qu'y a-t-il? Je ne sais. Je crois, je sens que l'on nous espionne. Quoi? Nous? Voilà qui est piquant. Oh, cela me réveille tout à fait, ma chérie. Ne te moque pas de moi, Karl. Je me suis réveillée en sursaut. J'avais un pressentiment. Tu faisais un cauchemar. Rassure-toi. Je ne vois personne en sentinelle sur la route, mais je vais fermer la fenêtre si ça peut te rassurer, mon amour. Serre-moi fort dans tes bras, Karl, chérie, j'ai peur. Si peur. Oh, tes nerfs te lâchent, ma petite fille. Mais cela est naturel après la tension que tu as éprouvée depuis que nous parcourons la Lorraine. Tu m'as été d'une aide si précieuse, ma chérie. J'étais si heureuse d'avoir pu t'accompagner qu'il fallait bien que je me rende utile. J'en suis aussi heureux que toi, Anne-Marie. Et c'est une des 2 raisons qui m'ont fait accepter sans réticence le travail que ce monsieur Mathésius m'a proposé. Oh, l'autre raison étant, comme tu le sais, le remboursement de mes dettes. Pauvre joueur décavé que je suis. Que serions-nous devenus, Karl, sans cette proposition? Toi chassé de l'armée et moi de chez mon père. Oui, c'est une vraie chance que nous avons eue. D'autant plus qu'officier en congé, je peux tout de même exercer mes talents militaires en effectuant le relevé des fortifications de la ligne Verdun-Charleville. Mais je le répète, sans toi, mon Anne-Marie, sans ta connaissance parfaite du français, je n'y serais pas parvenu aussi facilement. Il faut en remercier mon père, qui m'a fait élever dans les pensionnats suisses les plus choisis. Ces stupides Français, paysans, employés des postes ou des chemins de fer qui te prennent pour la petite épouse de ton botaniste suisse-allemand de Karl. Tu sais si bien les faire parler de ce qui intéresse Monsieur Mathésius, ma petite espionne. Oh, Karl, serre-moi plus fort, j'ai froid, j'ai peur. Je suis certaine que l'on a remarqué nos promenades près des forts de la Meuse. On va nous arrêter, je le sens. Calme-toi, mon amour. Je suis sûr que ton impression est fausse. Mais comme je ne veux pas te voir tomber malade, que d'autre part j'ai terminé mes relevés, et que ceux-ci sont à l'abri dans la doublure de mon veston, nous allons rentrer dès demain en Allemagne. Comme j'en suis heureuse. Je serais folle de désespoir s'il t'arrivait malheur. Si je devais me séparer de toi, mon adoré.
Karl, regarde! Ne te montre pas, reste derrière le chariot des postes. Mais vois là-bas cet homme, je suis certaine de l'avoir croisé ces derniers jours. Je lui ai même parlé. Il était habillé en garde forestier. Oui, moi aussi je l'ai rencontré, en costume de paysan. Et le voilà en même temps que nous à la gare de Charleville. C'est bizarre. Vois! Il se dirige vers un groupe d'hommes. Il leur donne des ordres. 2 vont à la barrière de la sortie. Ouh, et 3 se dirigent vers l'extrémité du quai où nous sommes. Ils vont nous arrêter. Nous sommes perdus. Non, pas encore. J'ai une idée, laisse-moi faire. Oh, je t'en prie. Je vais parler aux hommes qui gardent la sortie. Non, non, je t'en prie, Anne-Marie. Ne t'expose pas. Je préfère me livrer. Ce ne sera pas la peine, tu vas voir. J'appartiens comme vous à la sûreté. Votre chef m'envoie. Faites vite, on arrête la balle espionne et son complice. Ils se défendent, ils ont des revolvers. On vous appelle en renfort. Oh, merci madame, nous y courons. Karl, vite, vite! Oh, Cocher! Voilà. Menez-nous le plus rapidement possible au premier village, à la sortie de Charleville. On nous attend pour une fête et nous sommes en retard. Viens, on y va. Je vous remercie, mademoiselle Lesser. Grâce à vos explications si claires, si précises, si remarquables, j'ai pu déchiffrer les plans et les notes que ce pauvre Vinanqui n'a pu, hélas, me remettre lui-même. En vous parlant, monsieur Mathésius, j'ai eu l'impression qu'il était encore un peu auprès de moi. Je suis si seule, si désespérée depuis que cette appendicite foudroyante me l'a enlevée en quelques heures à Cologne. Et qu'allez-vous faire maintenant? Je ne sais pas. Il faut pourtant que vous ayez une occupation. Oh, je rejoindrai bientôt Karl dans le néant. Il ne faut pas dire cela, mademoiselle Lesser. L'officier von Vinanqui, qui était votre ami, ne le désirerait pas. Alors, je voudrais faire quelque chose qui m'occupe si entièrement que je ne puisse sombrer dans le désespoir. Monsieur Mathésius, est-ce que je ne pourrais pas... Travailler pour moi? Pour l'Allemagne comme Karl? Oh, certes, mademoiselle Lesser, vous le pouvez. Oh, merci. Merci de tout mon cœur. Nous allons vous fabriquer une identité, et ensuite vous partirez immédiatement en mission dans les Vosges. Et c'est ainsi qu'Anne-Marie Lesser, qui deviendra Fräulein Doctor pour nos ennemis, devint l'espionne 14 GV, et qui, sous les traits d'une très jolie jeune fille de 16 ans, aux longues nattes blondes, et sous l'identité d'une étudiante des Beaux-Arts de Genève, elle se locha dans une pension de famille vosgienne afin d'y surprendre les secrets des grandes manœuvres de l'armée française. Grâce à son charme naïf, elle eut au fait de conquérir l'intime confiance d'un brave capitaine de cette armée. Elle put ainsi fournir à Mathésius l'étonnante information que l'artillerie française ne se plaçait plus à découvert, mais se protégeait en s'enterrant. Mais ce récit est ridicule, grotesque. Je n'ai jamais rien connu au canon. Et je n'ai pas eu ce Karl pour amant. D'ailleurs, je n'ai pas eu d'amant, jamais. Et ce n'est pas ainsi que je suis entrée dans les services secrets. Vous voyez bien, mon double, qu'il me faut rétablir la vérité en écrivant mes mémoires. Eh bien, essayez donc. Bonsoir, messieurs. Non, ne vous dérangez pas pour m'accompagner. Finissez tranquillement cet excellent cognac français. Nous nous retrouverons demain à mon bureau, à 8 heures. Bonsoir, Excellence. Excellence. Mademoiselle? Excellence, veuillez m'excuser de vous arrêter ainsi à la sortie de la salle à manger du Grand Hôtel. Mais je voulais tellement vous parler. Qui êtes-vous, petite audacieuse? Je m'appelle Elsbeth Strack-Müller. Je suis docteur en sciences politiques. Tiens. Que voulez-vous donc? Je veux servir ma patrie en occupant un emploi dans votre gouvernorat de Belgique.
Je suis venue tout exprès de Bruxelles au prix de 1000 difficultés. Vous ne pouvez pas me refuser ce poste, vous ne pouvez pas. N'importe lequel, pourvu que je me rende utile. Reprenez votre souffle, mademoiselle. Vous viendrez demain à mon bureau, et je verrai ce que je peux faire pour vous. Bonsoir. Oh, merci. Merci, Excellence. Général. Ah, capitaine Keffer, je voulais vous exprimer ma satisfaction. Les rapports de votre service de renseignement me facilitent la préparation de l'investissement de la ville d'Anvers. En particulier ceux de la censure postale, qui donne le résumé des lettres des soldats belges à leurs parents au territoire occupé. Le lieutenant... comment s'appelle-t-il? Le lieutenant Schrackmüller qui les signe témoigne d'un sens stratégique remarquable. Vous l'en féliciterez de ma part. Je le ferai d'autant plus volontiers, général, que ce lieutenant est une femme. Une femme? Mais c'est impossible. Oh, mais cette femme ne ressemble guère aux autres femmes. Quoiqu'elle ne soit pas mal du tout. Oh, elle a surtout des yeux magnifiques, d'un bleu intense. C'est où ça? Oh, mon général, elle ne pense qu'à son travail. Oh, c'est à peine si elle consent à aller dormir. Mais comment est-elle arrivée à la censure postale? Le docteur Schrackmüller, oui, elle est diplômée des sciences politiques, a été affectée à ce service par le commandant de la place de Bruxelles à qui le Feldmaréchal Goltz l'avait recommandé. Eh bien, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas lâcher cette étonnante collaboratrice. Fräulein Schrackmüller, j'ai à vous faire une proposition. Voulez-vous quitter la censure postale pour entrer dans les services de renseignement? Nous serions très heureux que vous nous apportiez votre collaboration. Eh bien, que me répondez-vous? Mais, capitaine Keffer, mon travail à la censure postale me plaît beaucoup, et je suis très bien à Bruxelles. Devrais-je quitter cette ville si j'accepte? Bien entendu. Il vous faudra vous rendre à Berlin pour y recevoir une formation. Une formation? Je ne suis donc pas apte à remplir le poste que vous me proposez? Vous l'êtes, certes, en ce qui concerne vos capacités intellectuelles, mais vous ne l'êtes pas en ce qui touche à vos aptitudes pratiques. Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire, capitaine. Savez-vous ce que c'est qu'un service de renseignement, Fräulein Schrackmüller? Oui, je crois. Ce service est chargé de transmettre au public les nouvelles du front, de rédiger des communiqués d'armée, de maintenir, grâce aux journaux, le contact entre le front et l'arrière. Ah, il doit aussi informer les différentes armées des renseignements qu'il peut découvrir dans les lettres saisies. Et c'est tout? Je ne vois pas ce que ce service peut faire d'autre. Ah, c'est bien ce que je pensais. Vous aurez besoin d'un sérieux apprentissage. Figurez-vous que le rôle d'un service de renseignement est tout autre que celui que vous imaginez. C'est en réalité l'exploitation des informations obtenues sur l'ennemi et obtenues comment? Mais je ne sais pas. Obtenues par l'espionnage. Et vous voudriez que je devienne une espionne? Mais les espions sont des gens affreux, sans aucune moralité, déclassés, qui vendent à qui leur en offre un bon prix les renseignements qu'ils ont pu ramasser. Vous êtes très intelligente, Fräulein Schrackmüller, plus intelligente que les autres jeunes filles, mais vous leur ressemblez tout de même par la naïveté. Pourtant, je ne doute pas que le colonel Walter Nicolai, qui sera votre chef comme il est le mien, ne vous fasse perdre votre candeur. Sous sa direction, vous deviendrez sans doute un remarquable agent. Puis-je vous poser encore une question, capitaine Keffer? Je vous en prie. Si je deviens cet agent, est-ce que je servirai mieux l'Allemagne qu'à la censure postale? 100 fois, mais 1000 fois mieux. En ce cas, j'accepte. Vous croyez vraiment, Elsbeth, que votre entrée si peu romanesque dans les services d'espionnage allemands sera appréciée et adoptée par les lecteurs? Je n'en doute pas, puisque c'est la vérité. Oui, la vérité. Si elle n'est pas attrayante, on la néglige, puis on l'oublie. Je ne peux pourtant la falsifier. Comment pourrais-je romancer le fait que mon apprentissage terminé dans les premiers jours de 1915, on me confie à la direction du bureau d'Anvers, spécialement chargé des renseignements sur la France? C'est pourtant ce poste qui vous a valu vos surnoms de blonde d'Anvers ou de dame d'Anvers. Mais on vous avait déjà attribué bien des missions avant que vous arriviez dans cette ville, toutes plus rocambolesques les unes que les autres, en Belgique, Angleterre, Italie et bien sûr en France. J'aimerais en connaître quelques-unes. Oui, il y a le choix.
Par exemple, en Belgique, fille d'un vieil officier français, j'avais séduit un bel et jeune officier, René Austin, qui ne se percevait pas que les promenades artistiques qu'il me faisait faire étaient en fait pour moi des promenades stratégiques. Lorsqu'un jour... Oh, le vent! Le vent vient d'emporter mon croquis! Je vais le rattraper. Non, René, non, ce n'est pas la peine, je redessinerai ce paysage! Je l'aperçois, il est là dans le fossé. René! Que faites-vous? Je ne vous vois plus! Oh, flûte! Il a dû remarquer que mon dessin n'est autre que le plan du fort. Je suis pincée. Peut-être pas. Si j'arrive à faire démarrer cette voiture... Anne-Marie! Anne-Marie, arrêtez! Hep, monsieur! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur l'officier? Cette femme qui s'éloigne en auto, est une espionne. Il faut la rattraper. Ben, je veux bien, mais comment voulez-vous que mon cheval à 4 pattes rattrape ses chevaux à piston? De toute façon, il me faut prévenir les gendarmes. Ah bah ça alors! Qu'est-ce que c'est? Une explosion. La voiture a dû avoir un accident. Voyez là-bas, elle flambe. Vite, vite, il faut aller sauver cette pauvre fille. Ah bah si c'est une espionne, il n'y a qu'à la laisser griller, une vermine de moins! En vérité, monsieur Mathésius, de ne pas savoir passer les vitesses a bien failli me coûter la vie. Et comment vous en êtes-vous sorti, agent 14 Guévé? En sautant avant que la voiture ne rentre dans l'arbre, puis en me sauvant à travers bois jusqu'au canal, en me jetant à l'eau au passage d'une péniche hollandaise, enfin, en convainquant le patron de la dite péniche du grand profit qu'il y aurait à me faire passer la frontière en fraude. Tout cela prouve que la confiance que je vous ai faite était fort justifiée. Et puisque l'on vous croit morte, brûlée vive, vous allez partir immédiatement pour l'Angleterre. Et en Angleterre, mon double, quel rôle m'attribua-t-on? Ou plutôt, vous attribua-t-on? Celui d'une femme peintre un peu exaltée qui séjournait dans l'île de Wight pour relever les défenses des côtes anglaises. Mais on ne trompe pas ainsi les hommes du célèbre Intelligence Service. Nous pouvons être fiers de la perspicacité de nos marins et de la vigilance de nos aubergistes, qui ont remarqué combien cette femme peintre était étrange, en vérité très étrange. Ne portait-elle point des lunettes cerclées d'or qui la faisaient ressembler à un médecin? Aussi l'avaient-ils surnommée Miss Doctor. Ils avaient aussi remarqué qu'elle louait tous les jours un canot pour longer les côtes. Pour peindre la mer, disait-elle. Mais pour peindre la mer, il n'est pas nécessaire d'aller dessus. Prévenu de ce curieux fait, j'ai pensé que c'était là la redoutable espionne que les stupides collègues belges pensaient morte brûlée. Mais quand je suis arrivé à l'aube à son auberge pour l'arrêter, elle s'en était enfouie dans la nuit, prévenue par le diable, comme diraient les gens du continent. Vous étiez, ma chère Miss Doctor, bien mal camouflée. Je ne vous en félicite pas. Mais en Italie, ai-je mieux joué mon rôle? En Italie? Fort bien. Mais je ne comprends pas pourquoi notre chef il vous a envoyé à Milano. Se ne faisait più bene mio lavoro? Très cher Roberto. Si. Vous êtes un agent parfait, mais peut-être un peu trop lent. Mais il ne sait pas, le chef, que c'est molto difficile d'avoir les renseignements qu'il lui veut. Il ne l'ignore pas, mais il pense qu'il doit y avoir un moyen rapide pour les obtenir. Il n'y en a pas. Si, j'en ai trouvé un.
Mais fermez la fenêtre. Si. Cette mandoline perpétuelle m'agace. C'est Césare qui fait le guet. Si la mandoline, elle s'arrête, il faut s'y sauver. Vous n'avez pas pensé qu'il aurait été préférable de faire le contraire? Césare aurait joué en cas de danger? Ma che non, je n'y ai pas pensé. Comme vous n'avez pas pensé qu'il suffisait d'avoir un bureau d'annonce pour avoir le droit de nous abonner à tous les journaux d'Italie? Ma que faire de tous ces journaux? Y découper les avis d'adjudication de travaux de terrassement et de béton. En les reportant sur ma carte d'état-major, nous saurons où se trouveront les futures fortifications côtières. Ah, Madonna, ma que vous êtes un Machiavel de l'espionnage. Et la plus belle des espionnes. Eh bien, cette histoire italienne me plaît. J'aurais pu l'ordonner, je dis ordonner et non exécuter, depuis mon bureau d'Anvers. Mais au fait, quand suis-je arrivé à Anvers d'après mes fabulateurs? Après la déclaration de guerre, en venant de Paris, pour gagner la Belgique au plus tôt, en emportant les inestimables renseignements recueillis en France, je n'hésitais pas, rapporteront les Français, à faire une démarche téméraire. Mademoiselle Docteur, avec une audace folle, se rendit dans l'antre du Lion. Je veux dire, la section des transports de la garnison. Déployant sa grâce captivante, son charme, et faisant agir le regard langoureux de ses yeux mi-clos, elle s'adressa avec témérité au capitaine responsable. Oh, capitaine, imaginez combien c'est affreux pour la fille d'un officier belge de se sentir loin de son pays en ces jours d'angoisse. Et regardez ce papier qui stipule que je dois rejoindre immédiatement mon poste d'infirmière ambulancière au front. Oh, je vous en supplie, capitaine. Trouvez le moyen de me faire regagner ma patrie. Je vous en serais si reconnaissante. Je voudrais bien vous rendre ce service, mademoiselle, mais c'est que je ne vois aucun moyen de le faire. Aucune de vos voitures ne part dans cette direction, vous en êtes certain? C'est-à-dire que... il y en a bien une. Le courrier automobile Paris-Bruxelles qui part demain. Mais... pourquoi ne pourrais-je pas l'emprunter? Parce qu'il doit emmener des membres de l'état-major français à Bruxelles. Oh, qu'à cela ne tienne, je me ferai toute petite. Je ne soufflerai mot, et si ces messieurs m'interrogent, ils comprendront quel patriote je suis. Agent 14 Guévé. Grâce à vous, nous avons pu apprendre la collusion des états-majors belges et français. Apprendre aussi que les Anglais débarqueront à Anvers. Enfin, connaître le plan des fortifications de Liège, ce qui nous a permis de prendre la ville le 6 août. Agent 14 Guévé, vous êtes une grande patriote. Et dorénavant, je ne veux plus que vous me quittiez. Je vous fais installer un bureau à côté du mien. Vous serez mon adjoint. Mais c'est ridicule. Je n'ai jamais été l'adjointe de ce monsieur Mathésius, mais celle du colonel Walter Nicolai, le chef des services de renseignement de l'armée impériale, ainsi que le prouve cette lettre de lui que j'ai fait publier dans un quotidien berlinois. La personne que les Alliés, nos ennemis, ont appelée Fräulein Doktor, n'est autre que Madame Elisabeth Schragmüller, qui fut ma collaboratrice au service des renseignements. Elle n'a jamais joué le rôle attribué à Mademoiselle Anne-Marie Lesser. Nous avons seulement utilisé ces éminents services à la direction de notre organisation secrète. Signé Walter Nicolai. Cette lettre est authentique, certes, mais avouez que votre colonel Nicolai ne vaut pas mon mystérieux Mathésius. Votre rôle et vos actions ont été trop prosaïques, ma chère Elsbeth. Il n'en restera rien. Prosaïque? On voit bien que vous n'avez jamais séjourné dans mon école du 10 rue de la Pépinière à Anvers. Vous ne diriez peut-être pas cela. Ah oui? Que s'y passait-il donc? Ceci. Bonjour, Hans. Oui, c'est le nom que vous porterez et qui est inscrit sur la porte de votre chambre, aussi longtemps que vous demeurerez dans mon école. Je suis le docteur Elsbeth, et c'est moi qui aurai la responsabilité de votre formation qui durera 2 à 3 mois. Pendant un nombre de semaines variables, vous ne quitterez pas cette chambre.
Reconnaissez qu'elle est confortable. Outre cette bibliothèque, vous y avez un phonographe et des jeux. Vous y prendrez vos repas et y recevrez dans quelques jours vos premiers instructeurs. Ils vous apprendront le dialecte et l'argot du pays où vous devrez opérer. Pour vous, c'est la France, Hans, puisque vous possédez déjà fort bien cette langue. Vous ferez connaissance aussi avec les techniques de la transmission, encre sympathique, radiotélégraphie, etc., ainsi qu'avec les techniques de l'espionnage, filature, contact. Voici un masque. Vous devrez le porter, sans l'enlever un instant dans la journée, jusqu'à ce que vous sortiez de l'école, ayant satisfait à vos examens. Je vous reverrai alors longuement pour vous informer de votre mission. Eh bien, docteur Elsbeth, comment se comporte cette Hans? Pas trop mal, Herrmeyer. Voyez, la solitude ne semble pas le démolir, comme Willy est entré en même temps que lui. Au lieu de dormir à longueur de journée, Hans lit, écrit, écoute de la grande musique. Excellente idée, docteur Elsbeth, cette glace sans teint qui vous permet d'observer sans qu'elle s'en doute vos recrues dans leur chambre. Cette ruse me permet déjà de juger qu'Hans deviendra un bon espion, mais que nous devons renvoyer Willy. Messieurs, vous allez quitter l'école dans quelques instants. Il me reste à vous recommander la plus grande loyauté envers votre patrie, ou envers le pays que vous vous êtes donné pour patrie, l'Allemagne. Je vais vous faire lecture des quelques recommandations que j'ai rédigées à votre intention et qui doivent vous servir de règles de vie désormais. Dissimulez les dons linguistiques que vous pouvez posséder. Cela incitera les autres à parler franchement devant vous. N'écrivez jamais. Ne prononcez jamais un seul mot de votre langue natale quand vous serez à l'étranger. Ne découvrez surtout pas votre désir d'obtenir un certain renseignement. Déguisez toujours sous un masque d'apparence innocente les renseignements que vous venez d'acquérir. Notez-les sous forme de dépenses personnelles si ce sont des chiffres ou des dimensions. Ne parlez et ne vous comportez jamais de façon mystérieuse. Évitez tout désir de briller, d'être trop intelligent, trop original, trop ingénieux. Le plus grand espion est celui qui ne se fait pas remarquer. Vérifiez constamment, j'insiste, à chaque instant de votre mission, que vous n'êtes pas suivi et cassez la filature si elle s'exerce sur vous avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ne vous adonnez pas à la boisson en général et ne vous laissez pas entraîner exceptionnellement. Ne vous privez pas d'aller avec les femmes, mais fréquentez seulement celles en qui vous pouvez avoir confiance. Méfiez-vous d'un jugement que l'amour peut fausser. Messieurs, si vous suivez scrupuleusement ces recommandations, vous ne serez pas démasqués et vous aurez mérité la reconnaissance de votre patrie et le titre de bons espions. Pourtant, Elsbeth, vous n'avez pas toujours eu la main heureuse avec vos espions. C'est par la faute de quelques-uns d'entre eux que ma légende, ou plutôt votre légende, s'est répandue. Ainsi, ce Joseph Marx, qui à peine débarqué du bateau de Hollande à Tilbury, en Angleterre, affolé, se livra au premier agent de police qu'il rencontra. Oui, messieurs les inspecteurs, je vous l'assure, c'est une femme qui dirige cette école, le docteur Elsbeth. C'est une femme effrayante qui m'a terrorisé. Elle a des yeux comme ceux des tigres. Il y a aussi ce Hollandais, Hugues, qui se fit prendre à Paris. Que je fis prendre, comme je fis exécuter von Carbeck, qui parlait trop quand il était ivre. Ce Hugues était un homme stupide et vaniteux qui se croyait très malin. Je le donnai pour protéger mes deux excellents agents, le capitaine Henrichen et le grec Koudoyanis. Il fut fusillé. Ce fut certes regrettable, mais les Français alors fusillaient à tort ou à raison ceux qu'ils suspectaient. C'est à raison, semble-t-il, qu'ils exécutèrent Koudoyanis. Pourtant, il vous avait dénoncé un peu avant son exécution, alors que les tambours appelaient le peloton. Capitaine,
Il vous sera peut-être utile de savoir que c'est une femme qui m'a livré à la mort. C'est une femme merveilleuse. Elle est d'une intelligence et d'une énergie exceptionnelles. Il émane d'elle un tel rayonnement que je n'ai pu lui échapper. Mon capitaine, je vous souhaite de ne jamais rencontrer une pareille femme. Koudoyanis a-t-il dit cela? Je l'ignore. Comme j'ignore ce que put dire Georges Brekoff lorsqu'il fut exécuté à la Tour de Londres et Lizzie Wertheim lorsqu'elle mourut dans sa prison d'Aylesbury. Cela m'importe peu et je n'ai nul remords de ces exécutions. Je n'ai qu'un regret. Lequel? Que l'état-major n'ait pas tenu compte des rapports des deux remarquables espions que furent Georges Brekoff et Lizzie Wertheim. Il m'avait prévenu de la découverte d'une arme nouvelle, le tank. Si on les avait crus, la bataille de Cambrai n'aurait pas été perdue et, qui sait, peut-être la guerre. Je voudrais oublier cette tragique impuissance où je me suis trouvé pour faire reconnaître la justesse des renseignements des agents que j'avais formés et que je dirigeais, mais je ne le puis. Je sais, vous êtes épuisé moralement et physiquement. Cette tuberculose osseuse qui vous a atteinte et qui provoquera sans doute votre mort ne semblera pas assez romanesque. On trouvera bien une autre fin pour la légendaire Mademoiselle Doctor et bien d'autres aventures que celles que j'ai rapportées à Salonique, en Espagne, que sais-je. Hélas, je le crains maintenant. Fräulein Doctor a été fusillée pour espionnage à Vienne. Son corps superbe était encore chaud lorsque la cavalerie allemande victorieuse entra dans la ville. La morphine et la cocaïne ont anéanti les nerfs d'Anne-Marie Lesser. Les portes d'un asile d'aliénés en Suisse se sont fermées pour toujours comme une tombe sur une femme qui a été la plus grande espionne de l'armée allemande. Même lorsque des chercheurs voudront rétablir la vérité, Elsbeth, et reconnaîtront que vous avez été un étonnant professeur d'espions dont on suivra les règles dans toutes les écoles d'espionnage du monde, ils ne pourront se mettre d'accord sur la date de votre disparition. Mademoiselle Docteur mourut en 1934 à l'âge de 46 ans dans une clinique de Zurich. Elsbeth Schrackmüller, qui vivait d'une petite pension militaire, s'éteignit en février 1940 à l'âge de 52 ans. La police saisit aussitôt ses papiers privés pour le compte des archives des services secrets. Ces archives disparaîtront un jour, Elsbeth, et de ce fait, vous resterez à jamais, je le crains, la légendaire Fräulein Doctor. See how tired you are, how much you've been thrown, and I can't keep being the reason you cry. I can see it in your eyes now, all the nights you couldn't sleep, all the times you stayed and fought for us, while I couldn't keep. You gave more than I could offer, held on stronger than I did, and it breaks me just to know that I'm the reason you feel this. You deserve better than me. You deserve someone who stays. You deserve better than me. Someone who won't make you break. I can watch you fall just to keep you by my side. So I'll be the one to leave, even if it hurts inside. I don't want your love to suffer, don't want tears to be the cost. If loving me keeps hurting you, then I'd rather let you go. You deserve better than me. Someone who stays. You deserve better than me. Someone who won't make you break. I can watch
I'll smile through all the pain, knowing you're finally free. You deserve better than me. You deserve someone who stays. You deserve better than me. Someone who won't make you break. I can't watch you fall apart just to keep you by my side. So I'll be the one to live, even if it hurts inside. You were brighter before me, lighter, freer. I don't want to be the reason you forgot who you are. You used to laugh a little louder, used to shine without a doubt. Now I see you growing quieter every time we're falling out. You gave pieces of your whole self just to keep us from the end. But I never wanted loving me to cost you who you've been. Go be you again, be free again, be the girl you used to be. Go be you again, be free again. Don't lose yourself in me. You don't need to stay and fight. You don't need to break for us. If loving me means losing you, then leaving is enough. I don't want your heart to carry all the weight I couldn't hold. You deserve a life that's lighter, not a love that feels so cold. Go be you again, be free again, be the girl you used to be. Go be you again, be free again. Don't lose yourself in me. You don't need to stay and fight. You don't need to break for us. If loving me means losing you, then leaving is enough. Maybe one day you will remember all the good without the pain. But right now I'd rather lose you than see you fade away. Go be you again, be free again, be the girl you used to be. Go be you again, be free again. Don't lose yourself in me. You don't need to stay and fight. You don't need to break for us. If loving me means losing you, then leaving is enough. If I could, I'd give it all back to you. Your time, your love, your youth, so you could walk away lighter. You gave me all your young years, all the love you had to give, every dream you shaped around me, like I was the life you'd live. Now I see the weight I left you, all the tears I never knew, and it kills me thinking I'm the one who took that all from you. I'd give it back, I'd give it back, every moment that you lost. I'd give it back, I'd give it back, every tear it ever cost, so you can walk away from me with a heart that's not this torn. Forget my name, start again, find a love that feels like home.
If I could undo the memories, take the pain out of your past, I would trade it all in seconds just to see you smile again. I'd give it back, I'd give it back. Every moment that you lost, I'd give it back, I'd give it back. Every tear it ever cost, so you can walk away from me with a heart that's not this torn. Forget my name, start again. Find a love that feels like home. Maybe someday you'll be happier with somebody good and true, and I'll stay behind in silence, knowing that I lost you. I'd give it back, I'd give it back. Every moment that you lost, I'd give it back, I'd give it back. Every tear it ever cost, so you can walk away from me with a heart that's not this torn. Forget my name, start again. Find a love that feels like home.